Le ciel de Marseille se drapait d'un gris de plomb en ce matin d'octobre 1875, lourd comme les voiles détrempées des navires qui se balançaient dans le vieux port. L'automne méditerranéen avait apporté avec lui le Mistral, ce vent furieux qui descendait de la vallée du Rhône pour gifler la cité phocéenne de sa main glaciale. Les embruns salés fustigeaient les façades décrépites des immeubles serrés autour des quais, laissant sur la pierre des traînées blanches qui ressemblaient à des larmes séchées. Léonie Beaumont se tenait debout sur les pavés glissants du quai des Belges, ses 15 ans pesant déjà comme une vie entière sur ses épaules étroites. Ses cheveux noirs, emmêlés par le vent et imprégnés de sel, s'échappaient d'un fichu usé qu'elle nouait chaque matin avec les mêmes gestes mécaniques. Ses yeux, d'un gris tempête qui rappelait la mer en colère, scrutaient l'horizon brumeux où les mâts des voiliers se perdaient dans la brume. Elle cherchait quelque chose qu'elle ne trouverait jamais, la silhouette d'un navire qui ne reviendrait plus, celui qui avait emporté son père dans les profondeurs sombres de la Méditerranée 3 ans auparavant. La jeune fille vivait dans une misère qui était devenue sa compagne quotidienne. Depuis la mort de son père, un marin du nom de Jean Beaumont, qui avait péri lors d'une tempête au large des côtes corses, et celle de sa mère 1 an plus tard, emportée par la tuberculose qui ravageait les quartiers pauvres de Marseille, Léonie survivait tant bien que mal dans un réduit sombre du quartier du Panier. Ce dédale de ruelles étroites et sinueuses qui grimpaient la colline derrière le port était le refuge des plus démunis. Pêcheurs, débardeurs, prostituées et enfants des rues formaient une mosaïque humaine où la solidarité côtoyait la violence la plus brutale. Son logis, si l'on pouvait appeler ainsi cette pièce unique au 3e étage d'un immeuble délabré de la rue du Petit Puy, consistait en 4 murs de pierre, suintant l'humidité, un grabat recouvert d'une couverture trouée et une table branlante sur laquelle elle préparait ses maigres repas. Une lucarne sale laissait filtrer une lumière grisâtre qui, même en plein jour, ne chassait jamais complètement les ténèbres. L'odeur qui imprégnait ces murs était celle de la pauvreté, moisissure, sueur ancienne, poissons pourris remontant des étals du marché tout proche. Pour subsister, Léonie enchaînait les petits travaux que personne d'autre ne voulait faire. Le matin, elle descendait au quai pour aider les pêcheuses à démêler les filets, une tâche épuisante qui lui lacérait les mains et les imprégnait d'une odeur de poisson qu'aucun savon ne parvenait à effacer complètement. L'après-midi, elle se rendait au marché de Noailles, ce labyrinthe bigarré où s'entassaient des étals de fruits, de légumes, d'épices venues d'Orient et de toutes sortes d'objets hétéroclites. Là, elle proposait ses services aux commerçants pour porter des caisses, nettoyer les détritus qui s'accumulaient entre les stands, ou livrer des paquets dans les quartiers bourgeois qui s'étendaient vers la Canebière. C'était précisément au marché de Noailles qu'elle se trouvait en cette fin d'après-midi du 30 octobre, alors que le soleil déclinant teintait les nuages d'un orange maladif. La veille de Toussaint approchait, cette fête catholique, qui, à Marseille comme dans toute la Provence, prenait des accents particuliers. Si le Halloween des Anglais et des Américains restait inconnu sur les rives françaises de la Méditerranée, la tradition locale n'en était pas moins riche en rituels et en superstitions. Léonie avait grandi en écoutant les vieilles femmes du quartier raconter comment, la nuit du 31 octobre, le voile entre le monde des vivants et celui des morts s'amincissait. On disait que les âmes des marins noyés revenaient hanter les quais, cherchant à entraîner les vivants dans leur royaume aquatique. Les pêcheurs les plus superstitieux refusaient de sortir en mer cette nuit-là, et beaucoup allumaient des lanternes sur leurs embarcations pour guider les esprits perdus. Dans certaines ruelles du Panier, on sculptait encore des navets pour en faire des lanternes, perpétuant une tradition celtique venue du fond des âges, bien avant que les Grecs ne fondent Massalia, l'antique Marseille, 600 ans avant Jésus-Christ. La jeune fille déambulait entre les étals qui commençaient à fermer, savourant les dernières minutes de cette journée harassante. Ses pieds nus, durcis par des années de marche sur les pavés, évitaient machinalement les flaques d'eau croupies et les détritus. C'est alors qu'elle passa devant l'échoppe de la mère Garcin, une vieille brocante qui vendait de tout. Vieux vêtements,
Ustensiles cassés, livres moisis et toutes sortes d'objets dont personne ne voulait plus. La mère Garcin était une femme étrange, une veuve sans enfant qui vivait seule dans un taudis près des docks. Son visage ressemblait à du cuir tanné par le soleil et le sel. Ses yeux noirs brillaient d'une intelligence rusée, et ses mains noueuses manipulaient les objets de sa boutique avec une dextérité surprenante pour son grand âge. On murmurait qu'elle avait été la maîtresse d'un capitaine au long cours, qu'elle avait vécu des années en Orient, et qu'elle possédait des connaissances ésotériques héritées de ses voyages. Mais à Marseille, on disait beaucoup de choses, et la plupart n'étaient que des ragots alimentés par l'ennui et la méfiance. Ce soir-là, quelque chose attira le regard de Léonie. Parmi le bric-à-brac habituel, sur une étagère bancale au fond de l'étal, trônait une poupée de porcelaine. Léonie s'approcha, hypnotisée par cet objet qui semblait détonner dans le chaos environnant. La poupée mesurait environ 40 centimètres et sa facture témoignait d'une origine bourgeoise. Ses traits délicats, ses yeux de verre bleu qui captaient de la lumière mourante, sa robe de soie autrefois blanche mais désormais jaunâtre et tachée, tout évoquait une époque révolue, probablement le Premier Empire. Mais ce qui glaça le sang de Léonie, tout en la fascinant irrésistiblement, c'était l'état du crâne de la poupée. Le sommet de sa tête en porcelaine avait été soigneusement découpé, retiré avec une précision qui évoquait les gestes d'un chirurgien. L'intérieur était béant, révélant un crâne creux où quelqu'un avait disposé des coquillages minuscules, des fragments de corail et des algues séchées, comme pour créer un autel miniature dédié à la mer. Des veines de cire rouge parcouraient l'intérieur de ce crâne, créant un réseau de vaisseaux sanguins factices qui donnait à l'ensemble un aspect à la fois fascinant et répugnant. Le plus troublant était la bouche de la poupée. Quelqu'un avait inséré entre ses lèvres de porcelaine peintes des fragments d'algues séchées, si finement disposés qu'ils semblaient sceller cette bouche dans un silence éternel. Pourtant, Léonie eut l'impression étrange, presque hallucinatoire, d'entendre un léger sifflement s'échapper de ses lèvres closes, comme si l'air humide du soir circulait à travers la poupée. Un respire, un souffle impossible. « Elle te plaît, la petite ?» demanda la voix rauque de la mère Garcin, faisant sursauter Léonie. La vieille femme s'était approchée sans bruit, ses yeux perçants fixés sur la jeune fille avec une intensité dérangeante. « Elle est particulière », répondit Léonie, incapable de détacher son regard de la poupée. « D'où vient-elle » La mère Garcin eut un sourire énigmatique qui creusa davantage les rides profondes de son visage. « C'est une vieille histoire, ma belle. Cette poupée appartenait à une famille noble du temps de Napoléon. La fille unique de la maison, une gamine de ton âge, est morte de la scarlatine en 1812. La mère, folle de douleur, a fait faire cette poupée à l'image de sa fille. Mais la pauvre femme a sombré dans la démence. On dit qu'elle a ouvert le crâne de la poupée pour y mettre des objets qui rappelèrent la mère, parce que sa fille adorait se promener sur le port, puis elle s'est jetée à l'eau du haut du pont transbordeur. Léonie sentit un frisson parcourir son échine. L'histoire résonnait étrangement avec son propre deuil, avec cette obsession qu'elle avait pour la mère qui lui avait pris son père. « Comment s'appelait-elle » murmura-t-elle. « Qui donc ? La mère ou la fille ?» La fille. Juliette. Elle s'appelait Juliette Lavigne, une gosse de riche, morte trop jeune. Et maintenant, cette poupée traîne ici, dans ma boutique, en attendant que quelqu'un lui redonne un foyer. La vieille femme marqua une pause, puis ajouta d'une voix plus basse, presque confidentielle. « Mais je dois te prévenir, petite. Cette poupée, elle a quelque chose de particulier. Tous ceux qui l'ont achetée avant toi l'ont rapportée au bout de quelques jours. Ils disaient qu'elle leur donnait des cauchemars, qu'ils entendaient des bruits la nuit, des respirations, des sottises, bien sûr. Mais si tu veux vraiment la voir, je te la laisse pour 3 sous. C'est 3 fois rien, tu vois. 3 sous. C'était presque rien, en effet. Mais pour Léonie, cela représentait une journée entière de travail au filet. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de vouloir cette poupée. Il y avait quelque chose dans ses yeux de verre, dans cette bouche scellée d'algues, dans ce crâne ouvert comme une offrande maritime qui l'appelait.
C'était comme si tous ses souvenirs de son père, toutes ces nuits passées à scruter l'horizon en espérant le voir revenir, toute cette douleur muette qu'elle portait en elle depuis 3 ans, trouvaient un écho dans cet objet mutilé. « Je la prends », dit-elle d'une voix qu'elle voulait ferme, mais qui tremblait légèrement. Elle fouilla dans la poche de sa jupe rapiécée et en sortit 3 pièces de cuivre, les dernières qui lui restaient. La mère Garcin les prit avec un hochement de tête satisfait, puis elle tendit la poupée à Léonie. « Fais attention à elle », murmura la vieille femme, « et surtout ne cherche pas à comprendre ce qui ne peut pas l'être. Certaines choses, dans ce monde, dépassent notre entendement, surtout ici, à Marseille, où la mère garde tous les secrets. » Léonie serra la poupée contre sa poitrine, sentant le froid de la porcelaine à travers le tissu fin de sa chemise. Elle quitta le marché, alors que la nuit tombait rapidement, avalant les ruelles du panier dans une obscurité presque totale. Les réverbères à gaz ne fonctionnaient pas tous dans ces quartiers pauvres, et il fallait naviguer à tâtons entre les murs suintants et les escaliers glissants. Lorsqu'elle atteignit enfin sa chambre, épuisée par cette longue journée, Léonie alluma une bougie et plaça Juliette sur la table, face à elle. La flamme dansante projetait des ombres mouvantes sur les murs, faisant paraître vivant le visage de porcelaine. Les yeux de verre semblaient suivre chaque mouvement de la jeune fille. Et dans le silence de la nuit naissante, Léonie crut de nouveau entendre ce léger sifflement, ce respire humide qui semblait émaner de la bouche scellée de la poupée. Elle se déshabilla rapidement, trop fatiguée pour se laver, et se glissa sous sa couverture trouée. Allongée sur son grabat inconfortable, elle fixait le plafond où l'humidité dessinait des continents imaginaires. Le vent du Mistral faisait gémir les vieilles poutres, et au loin, on entendait le claquement des voiles et le tintement des cordages contre les mâts dans le port. Juste avant de sombrer dans le sommeil, Léonie tourna la tête vers la table. Dans la pénombre à peine éclairée par la bougie mourante, Juliette semblait la regarder. Et pour la première fois depuis la mort de son père, Léonie ne se sentit pas complètement seule. Cette pensée aurait dû la réconforter, mais au lieu de cela, elle fit naître en elle un malaise indéfinissable, une sensation de présence qui n'aurait pas dû être là. Elle ferma les yeux et se laissa emporter par l'épuisement, ignorant le léger grincement qui résonnait dans la pièce, comme si quelque chose de très petit s'était mis en mouvement. Dehors, les cloches de Notre-Dame de la Garde sonnèrent minuit. La veille de Toussaint venait de commencer. « D'où me suivez-vous ? Laissez un commentaire. » Le réveil de Léonie fut brutal. Un rayon de soleil maladif perçait à travers la lucarne sale, projetant une lumière blafarde qui transformait sa chambre en un tableau de misère crue. Elle se redressa sur son grabat, la tête lourde, la bouche pâteuse, avec cette sensation déplaisante d'avoir dormi sans véritable repos. Ses rêves avaient été peuplés d'images confuses. Son père qui se noyait encore et encore dans des vagues noires, sa mère crachant du sang sur un drap blanc, et par-dessus tout, cette poupée aux yeux de verre qui la fixait depuis les profondeurs obscures de l'océan. Son regard se tourna immédiatement vers la table. Juliette était toujours là, exactement dans la position où Léonie l'avait laissée la veille. Pourtant, quelque chose avait changé. La lumière du matin révélait des détails que l'obscurité nocturne avait masqués. Les coquillages incrustés dans le crâne ouvert de la poupée brillaient d'un éclat nacré. Les veines de cire rouge semblaient plus prononcées, et les algues qui scellaient sa bouche paraissaient légèrement humides, comme si elle venait d'être mouillée. Léonie se leva, s'approcha de la table et tendit la main vers la poupée. Au moment où ses doigts effleurèrent la porcelaine froide, elle ressentit une décharge étrange, pas vraiment douloureuse, mais profondément dérangeante, comme si un courant électrique très faible avait parcouru son bras. Elle retira vivement sa main, le cœur battant. « Tu n'es qu'une poupée », murmura-t-elle à voix haute comme pour se rassurer. « Juste de la porcelaine et de la cire. Rien de plus. » Mais même en prononçant ces mots, elle n'y croyait pas vraiment. Il y avait quelque chose dans l'expression figée de Juliette, quelque chose dans l'inclinaison de sa tête légèrement penchée qui suggérait une conscience impossible.
Léonie secoua la tête pour chasser ses pensées absurdes, se disant qu'elle était simplement fatiguée et que son imagination lui jouait des tours. La journée s'annonçait difficile. C'était le 31 octobre, et tout Marseille se préparait pour la Toussaint. Les églises seraient bondées le lendemain, et beaucoup de Marseillais se rendaient déjà au cimetière Saint-Pierre pour fleurir les tombes de leurs défunts. Pour Léonie, c'était un jour de travail comme un autre. Elle devait se rendre au quai pour aider au déchargement d'un navire marchand venu d'Algérie, un labeur épuisant mais qui lui rapporterait quelques pièces. Avant de partir, elle prit un morceau de pain rassis qu'elle trempa dans un bol d'eau pour le ramollir, son petit déjeuner habituel. Tout en mâchant cette bouillie insipide, elle ne cessait de jeter des coups d'œil vers Juliette. La poupée semblait attirer son regard comme un aimant, et Léonie se surprit à imaginer ce qu'avait pu être la vraie Juliette, cette fille de riche morte de la scarlatine, plus de 60 ans auparavant. Est-ce qu'elle ressemblait vraiment à cette poupée? Est-ce qu'elle avait ces mêmes yeux bleus, ces mêmes cheveux blonds bouclés, ce même air de fragilité aristocratique? Et sa mère, cette femme que le chagrin avait rendue folle au point de mutiler une poupée et de se jeter ensuite dans le port, qu'est-ce qui l'avait poussé à ouvrir ce crâne de porcelaine pour y placer des objets marins? Quel genre de rituel démentiel était-ce là? Léonie termina son repas, enfila ses vêtements de travail, une jupe de laine grossière et une chemise d'homme trop grande qu'elle avait récupérée dans un tas de chiffons, et se dirigea vers la porte. Mais au moment de sortir, une impulsion irrésistible la poussa à faire demi-tour. Elle saisit Juliette, la serra brièvement contre elle, puis la reposa soigneusement sur la table. « Je reviens ce soir », murmura-t-elle à la poupée, surprise elle-même par ce besoin soudain de s'adresser à un objet inanimé. « Ne bouge pas ». Elle rit nerveusement de sa propre absurdité, puis quitta sa chambre en claquant la porte derrière elle. La journée au quai fut un enfer de chaleur et d'efforts physiques. Malgré le vent frais du Mistral, le soleil d'octobre tapait fort, et le travail de déchargement exigeait une énergie que Léonie peinait à rassembler. Des caisses lourdes, remplies de dattes, d'huile d'olive et de céramique, devaient être transportées du navire jusqu'aux entrepôts du port. Les débardeurs la bousculaient, les contremaîtres hurlaient leurs ordres, et l'air était saturé d'odeurs de goudron, de sueur et de sel. Vers midi, alors qu'elle faisait une pause à l'ombre d'un entrepôt, un vieux marin nommé Barthélemy s'approcha d'elle. C'était un homme voûté par l'âge et le travail, avec une barbe grise emmêlée et un regard qui avait vu trop de tempêtes. Il connaissait Léonie depuis qu'elle était enfant, car il avait navigué avec son père avant le naufrage. « Tu as une sale tête, petite », lui dit-il d'une voix rauque, en lui tendant une gourde d'eau. « Tu dors mal. » Léonie but quelques gorgées avant de répondre. « J'ai fait des rêves étranges cette nuit. Rien de grave. » Barthélemy la scruta de ses yeux mi-clos, puis secoua la tête. « C'est la veille de Toussaint. Une mauvaise nuit pour faire des rêves. Les morts sont agités à cette époque de l'année. Ils sentent qu'on se souvient d'eux, et ça leur donne envie de revenir. » Léonie ne croyait pas vraiment à ces superstitions, mais elle ne put s'empêcher de frissonner. Elle pensa à Juliette, seule dans sa chambre obscure, et se demanda si la poupée pouvait d'une certaine manière capter ces courants invisibles que les vieux marins prétendaient sentir avant les tempêtes. « Mon père !» commença-t-elle, avant de s'interrompre, la gorge serrée. Barthélemy posa une main calleuse sur son épaule. « Ton père était un bon marin, Léonie, un des meilleurs que j'ai connus. Mais la mer est capricieuse, et elle prend ce qu'elle veut. Elle l'a pris, lui, comme elle a pris tant d'autres. Tout ce qu'on peut faire, nous autres qui restons, c'est nous souvenir d'eux et continuer à vivre. Ne te laisse pas hanter par les morts, petite. Ils ont leur monde, et nous avons le nôtre. » Ces paroles, bien intentionnées, ne réconfortèrent pas Léonie. Au contraire, elles renforçaient ce sentiment qu'elle avait depuis qu'elle avait acquis la poupée, celui de vivre entre deux mondes, celui des vivants et celui des morts, sans appartenir vraiment à aucun des deux. Le reste de la journée passa dans un brouillard d'épuisement. Lorsque le soleil commença à décliner, teintant le ciel de cette couleur orange maladive, si caractéristique des soirées méditerranéennes d'automne, Léonie reçut enfin son salaire.
quelques pièces de cuivre qu'elle serra précieusement dans sa poche, avant de prendre le chemin du retour. Le panier s'animait à l'approche du soir. Des groupes d'hommes se rassemblaient devant les tavernes, leurs voix résonnant dans les ruelles étroites. Des femmes pendaient leur linge aux fenêtres, créant un enchevêtrement de draps et de chemises qui dansaient dans le vent. Des enfants jouaient dans les caniveaux, leurs rires aigus contrastant avec la dureté de leur environnement. Léonie croisa plusieurs personnes qui portaient des lanternes sculptées dans des navets, une vieille tradition que les plus superstitieux perpétuaient encore, malgré les moqueries des esprits modernes. Lorsqu'elle atteignit sa porte, le cœur de Léonie se mit à battre plus fort. Elle ne savait pas pourquoi, mais l'idée de retrouver Juliette provoquait en elle un mélange d'impatience et d'appréhension. Elle gravit lentement les 3 étages, chaque marche craquant sous son poids, puis poussa la porte de sa chambre. L'obscurité régnait à l'intérieur. Léonie alluma rapidement une bougie, et la flamme vacillante révéla la poupée, exactement là où elle l'avait laissée le matin. Pourtant, Léonie aurait juré que quelque chose avait changé. L'inclinaison de la tête, la position des bras. Elle ne pouvait pas en être sûre, et cette incertitude la troublait profondément. Elle s'approcha de la table, tenant la bougie d'une main tremblante. À la lumière dansante, les yeux de verre de Juliette semblaient briller d'une lueur interne, comme si une minuscule flamme était allumée au cœur de la porcelaine. Les coquillages dans le crâne ouvert scintillaient, et les veines de cire rouge paraissaient pulser faiblement au rythme d'un cœur fantomatique. Et puis il y eut ce son, un sifflement très léger, presque imperceptible, qui semblait provenir de la bouche scellée de la poupée. C'était comme une expiration, un souffle humide et salé qui portait avec lui une odeur de marée basse, d'algues en décomposition et de quelque chose d'autre, quelque chose d'indéfinissable mais profondément dérangeant. Léonie recula d'un pas, le cœur battant la chamade. Ce n'était pas possible, les poupées ne respiraient pas, c'était juste le vent qui s'engouffrait dans les fissures du mur, ou peut-être le bruit de l'eau qui coulait dans les canalisations de l'immeuble. Il devait y avoir une explication rationnelle. Mais au fond d'elle-même, une petite voix murmura bas que cette explication n'existait pas, que ce qu'elle entendait était bel et bien le respire de Juliette, le souffle d'une chose qui n'aurait pas dû respirer. Elle resta là, figée, pendant ce qui lui sembla une éternité, fixant la poupée avec un mélange de fascination et de terreur. Finalement, l'épuisement de la journée eut raison de ses nerfs tendus. Elle se détourna, posa la bougie sur une étagère à bonne distance de Juliette et se jeta sur son grabat sans même se déshabiller. Le sommeil vint rapidement, lourd et oppressant, et avec lui vinrent les rêves. Dans ses rêves, Léonie se retrouvait sur les quais du vieux port, mais ce n'était pas le port qu'elle connaissait. Le ciel était d'un noir d'encre, sans étoiles ni lune, et l'eau était épaisse comme du mercure, reflétant une lueur phosphorescente maladive. Les navires ancrés étaient tous des épaves délabrées, leurs coques percées, laissant échapper des filets de substances noires et gluantes. Sur le quai, elle voyait des silhouettes. D'abord floues et indistinctes, elles se précisaient peu à peu. C'étaient des marins, ou plutôt ce qu'il restait de marins. Leurs visages étaient bouffis par l'eau, leur peau d'un blanc cadavérique parcouru de veines noires. Leurs yeux étaient absents, remplacés par des cavités béantes d'où s'écoulait une eau saumâtre. Ils marchaient lentement vers elle, leurs bras tendus, leur bouche ouverte sur un silence plus terrifiant que n'importe quel cri. Et parmi eux, Léonie reconnut son père, Jean Beaumont, tel qu'il était le jour de son dernier départ, mais transformé par la mort et la mer. Il s'approchait d'elle, une main tendue, et dans cette main, il tenait Juliette. La poupée avait grandi, ou peut-être était-ce Léonie qui avait rétréci, mais elles étaient maintenant de la même taille. Le crâne ouvert de Juliette était rempli d'eau de mer qui débordait, se déversant sur le sol en créant des flaques où nageaient de minuscules poissons translucides. Son père ouvrit la bouche, et de l'eau s'en échappa, mêlée à des algues et à des fragments de coquillages. Puis, avec une voix qui n'était plus la sienne, une voix venue des profondeurs, il prononça ces mots. « Elle veut respirer, Léonie. Elle veut respirer avec tes poumons. Laisse-la entrer. »
Léonie hurla dans son sommeil, un cri silencieux qui ne franchissait pas ses lèvres. Elle voulait courir, s'échapper, mais ses pieds étaient englués dans une substance visqueuse qui montait le long de ses chevilles. La poupée Juliette, toujours tenue par son père spectral, ouvrit soudain sa bouche scellée d'algues. Un souffle énorme en sortit, un vent qui sentait la putréfaction marine et qui enveloppa Léonie comme un linceul humide. Elle se réveilla en sursaut, le corps trempé de sueur, le cœur cognant contre ses côtes comme pour s'en échapper. La bougie s'était éteinte, et sa chambre baignait dans une obscurité presque totale. Seul un mince filet de lumière lunaire filtrait par la lucarne, dessinant des ombres fantomatiques sur les murs. Léonie se redressa sur son grabat, haletante, essayant de distinguer quelque chose dans les ténèbres. Ses yeux s'habituèrent lentement à l'absence de lumière, et elle put enfin voir la table, et sur cette table, la silhouette de Juliette. La poupée n'avait pas bougé. Bien sûr qu'elle n'avait pas bougé. C'était impossible. Les poupées ne bougeaient pas. Elles ne respiraient pas non plus, et pourtant, dans le silence de la nuit, Léonie l'entendit de nouveau. Ce sifflement, ce respire impossible. Plus fort cette fois, plus distinct, comme si Juliette s'était rapprochée, bien qu'elle fût toujours à la même place sur la table. Et alors, dans un moment de pure terreur, Léonie réalisa quelque chose. Le rythme de ce respire correspondait exactement à celui de sa propre respiration. Quand elle inspirait, la poupée inspirait. Quand elle expirait, la poupée expirait. Elle respirait à l'unisson, liée par un fil invisible qui s'était tissé dans les ténèbres. Léonie porta les mains à sa gorge, sentant soudain sa peau glacée et humide, comme si quelqu'un avait répandu de l'eau de mer sur elle pendant son sommeil. Elle se leva d'un bond, chercha frénétiquement une allumette pour rallumer la bougie, ses mains tremblant si fort qu'elle en fit tomber plusieurs avant de réussir. La flamme jaillit, chassant les ombres, et Léonie se tourna vers la table. Dans la lumière tremblotante, Juliette semblait exactement la même qu'avant. Immobile, inerte, rien de plus qu'une poupée de porcelaine mutilée. Mais Léonie savait maintenant, avec une certitude qui lui glaçait le sang, que ce qu'elle avait ressenti n'était pas le fruit de son imagination. Quelque chose était en train de se passer, quelque chose qui dépassait son entendement, quelque chose qui l'avait choisi, elle, Léonie Beaumont, orpheline sans défense du panier. Elle passa le reste de la nuit assise sur son grabat, la bougie allumée, fixant la poupée avec des yeux brûlants de fatigue. Elle ne dormit plus, elle ne pouvait plus, car dormir signifiait retourner dans ses rêves, et elle sentait que si elle y retournait encore, elle pourrait bien ne jamais en revenir. Dehors, les premiers cris des mouettes annoncèrent l'aube. Le 1er novembre, jour de la Toussaint, se levait sur Marseille. Et dans sa petite chambre misérable du panier, Léonie Beaumont comprenait, avec une lucidité terrifiante, que sa vie venait de basculer dans quelque chose d'irréversible. Le soleil de la Toussaint se leva dans un ciel lavé par la pluie nocturne. Marseille s'éveillait lentement, enveloppée dans une brume marine qui estompait les contours des immeubles et donnait au port des allures de tableaux impressionnistes. Les cloches des églises sonnaient à toute volée, appelant les fidèles à la messe solennelle qui marquait ce jour de mémoire des défunts. Léonie n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Assise sur son grabat, enveloppée dans sa couverture trouée, elle avait observé la poupée pendant des heures, guettant le moindre mouvement, le moindre signe d'une vie impossible. Juliette était restée immobile, mais ce respire persistait, ce sifflement léger et rythmé qui semblait se synchroniser avec la propre respiration de Léonie. À mesure que l'aube progressait et que la lumière envahissait la chambre, quelque chose d'étrange se produisit. Léonie remarqua que sa nuque la démangeait, une sensation désagréable qui devenait de plus en plus insistante. Elle porta la main à l'arrière de son crâne et sentit quelque chose d'humide et de gluant. Retirant ses doigts, elle les examina à la lumière du jour naissant. Ils étaient couverts d'une substance visqueuse et translucide qui ressemblait à du mucus marin. La panique s'empara d'elle. Elle se précipita vers le morceau de miroir cassé qu'elle utilisait pour se coiffer et essaya de voir sa nuque. Ce qu'elle découvrit lui coupa le souffle.
Sa peau était zébrée de marques rougeâtres qui ressemblaient à des griffures, mais d'une forme étrangement régulière, presque géométrique. Et sur ces marques, une pellicule brillante et humide semblait suinter. « Non, non, non !» murmura-t-elle, frottant frénétiquement sa nuque avec un chiffon. La substance s'en allait difficilement, laissant ses doigts imprégnés d'une odeur de marée basse. Léonie sentit son estomac se soulever. Que lui arrivait-il? Est-ce que cela avait un rapport avec la poupée, avec ses rêves terrifiants, avec ce respire qui ne cessait jamais complètement? Pour la première fois depuis qu'elle avait acheté Juliette, Léonie envisagea sérieusement de s'en débarrasser. Elle pourrait la jeter dans le port, l'abandonner dans une ruelle, la rendre à la mère Garcin. Mais à cette pensée, une douleur sourde naquit dans sa poitrine, comme si l'idée de se séparer de la poupée était physiquement insupportable. C'était absurde, irrationnel, mais c'était là. Elle ne pouvait pas se résoudre à abandonner Juliette. Léonie prit une décision. Elle devait comprendre ce qui lui arrivait, et pour cela, elle avait besoin d'aide. Mais pas n'importe quelle aide. Elle connaissait quelqu'un qui pourrait peut-être lui apporter des réponses. Le docteur Augustin Renard. Le docteur Renard était un personnage singulier dans le paysage marseillais. Médecin de formation, il avait ouvert un cabinet modeste dans le quartier du Panier, soignant gratuitement ou pour presque rien les pauvres du quartier. Mais ce qui le distinguait vraiment, c'était son intérêt pour ce qu'on appelait alors les maladies nerveuses. Il s'était formé à Paris auprès du fameux docteur Charcot, et on murmurait qu'il pratiquait l'hypnose et d'autres techniques controversées pour traiter des patients que d'autres médecins jugeaient simplement fous ou possédés. Léonie l'avait rencontré 2 ans auparavant, quand il avait soigné une plaie infectée à sa jambe. Il s'était montré gentil avec elle, lui parlant avec respect malgré sa condition misérable, et lui avait même donné quelques pièces sans rien demander en retour. Depuis, elle l'avait croisé plusieurs fois dans les ruelles du Panier, et il la saluait toujours d'un signe de tête cordial. Sans prendre le temps de manger quoi que ce soit, Léonie saisit Juliette. Elle ne pouvait se résoudre à la laisser seule dans sa chambre, l'enveloppa dans un vieux châle et sortit dans les rues encore endormies de Marseille. Le cabinet du docteur Renard se trouvait rue des Petits Moulins, au rez-de-chaussée d'un immeuble qui avait connu des jours meilleurs. Une plaque de cuivre ternie indiquait « Docteur A. Renard, médecine générale et maladies nerveuses ». Léonie frappa à la porte. Personne ne répondit. Elle frappa de nouveau, plus fort cette fois, avec une insistance qui trahissait son désespoir. Finalement, elle entendit des pas à l'intérieur et la porte s'ouvrit sur un homme d'une 40aine d'années, aux cheveux grisonnants légèrement ébouriffés, portant une robe de chambre élimée par-dessus ses vêtements. « Mademoiselle Beaumont », dit-il, manifestement surpris, « que se passe-t-il? Vous êtes blessée ?»« Docteur », articula Léonie d'une voix tremblante, « j'ai besoin de votre aide. Il m'arrive quelque chose que je ne comprends pas. » Le docteur Renard la fit entrer sans poser de questions. Son cabinet consistait en 2 pièces, une salle d'attente spartiate avec quelques chaises bancales et son bureau-cabinet de consultation, encombré de livres, de bocaux remplis de substances diverses et d'instruments médicaux qui brillaient doucement dans la lumière matinale, filtrant par une fenêtre poussiéreuse. « Asseyez-vous, dit-il en lui désignant une chaise près de son bureau. Racontez-moi tout depuis le début. » Léonie s'assit, serrant toujours Juliette enveloppée contre elle. Elle hésita un instant, se demandant si le docteur allait la prendre pour une folle, puis elle se lança. Elle lui raconta tout, l'achat de la poupée au marché de Noailles, l'histoire que lui avait racontée la mère Garcin, les rêves terrifiants, le respire impossible, et enfin les marques sur sa nuque et cette substance visqueuse. Pendant qu'elle parlait, le docteur Renard l'écoutait attentivement, ses yeux intelligents observant chaque détail de son comportement. Quand elle eut terminé, il resta silencieux un moment, puis demanda doucement « Puis-je voir cette poupée ?» Léonie défit lentement le châle, révélant Juliette. Le docteur se pencha pour l'examiner, et Léonie vit quelque chose changer dans son expression. Ses sourcils se froncèrent, et il prit une loupe pour observer de plus près le crâne ouvert et les objets qui y étaient disposés. « Si cette histoire macabre vous a donné des frissons,
Partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. » »« Remarquable, » murmura-t-il. « Vraiment remarquable. Mademoiselle Beaumont, cette poupée, connaissez-vous son histoire exacte? Pas celle que vous a racontée la vendeuse, mais la vraie histoire ?» Léonie secoua la tête. « Alors laissez-moi vous l'expliquer, » dit le docteur en se redressant. « Car je connais cette poupée. Pas personnellement, vous comprenez, mais à travers les cas cliniques que j'ai étudiés. Cette poupée appartenait effectivement à une certaine Juliette Lavigne, morte en 1812. Mais ce que la mère Garcin ne vous a pas dit, c'est que cette enfant est morte dans des circonstances très particulières. Elle a été empoisonnée. » Léonie sursauta. « Empoisonnée? Par qui? »« Par sa propre mère, » répondit calmement le docteur. Madame Lavigne souffrait de ce qu'on appelle aujourd'hui une mélancolie délirante, une forme de folie caractérisée par des hallucinations et des obsessions morbides. Après la mort de son mari, un capitaine de marine, elle a développé une fixation pathologique sur la mer et sur l'idée que sa fille devait rejoindre son père dans les profondeurs. Elle l'a empoisonné avec de l'arsenic mélangé à de la poudre d'algues toxiques qu'elle achetait au marché. Le docteur Renard fit une pause, puis continua. Après la mort de sa fille, Madame Lavigne a sombré encore plus profondément dans la folie. Elle a fait fabriquer cette poupée, mais au lieu de la laisser intacte, elle l'a mutilée, ouvrant son crâne, comme si elle voulait accéder à l'âme de l'enfant disparu. Elle y a placé ses objets marins, croyant créer une sorte de reliquaire qui pourrait contenir l'esprit de Juliette. Puis elle a passé des mois à dormir avec cette poupée, à lui parler, à la traiter comme si elle était sa fille vivante. Les voisins rapportaient qu'on l'entendait avoir des conversations entières avec la poupée et qu'elle prétendait que Juliette lui répondait. Léonie sentit un frisson glacé parcourir son échine. Qu'est-il arrivé à Madame Lavigne? Elle s'est effectivement jetée dans le port, comme vous l'a dit la mère Garcin. Mais avant cela, elle a fait quelque chose de plus terrifiant encore. Elle a ingéré une quantité massive des mêmes algues toxiques qu'elle avait utilisées pour empoisonner sa fille. Son corps a été retrouvé plusieurs jours plus tard, complètement décomposé par l'eau de mer et les toxines. Et savez-vous ce qu'on a retrouvé serré contre elle, au fond de l'eau? Cette poupée. Le docteur Renard se leva et se mit à arpenter la pièce, les mains croisées dans le dos. Voilà pour l'histoire. Maintenant, parlons de votre situation. Mademoiselle Beaumont, je ne crois pas aux fantômes, ni aux possessions démoniaques, ni à aucune forme de surnaturel. Je suis un homme de science. Mais je crois au pouvoir de l'esprit humain, à sa capacité de créer des réalités alternatives quand il est soumis à un stress extrême ou à certaines substances. Il se tourna vers elle, son regard devenu très sérieux. Cette poupée est imprégnée de quelque chose de très puissant, mais ce n'est pas de la magie. C'est quelque chose de bien plus dangereux, c'est imprégné de toxines. Les algues qui scellent sa bouche, les coquillages dans son crâne, même la cire de ses veines, tout cela a été traité avec des substances hautement toxiques. Madame Lavigne connaissait les poisons marins et elle les a utilisés pour créer cette relique empoisonnée. Léonie porta instinctivement la main à sa nuque, où les marques continuaient de la démanger. « Vous voulez dire que... » »« Je veux dire que vous avez été exposé à ces toxines, probablement par contact direct avec la poupée. Ces substances peuvent provoquer des hallucinations extrêmement vives, des cauchemars, des sensations de présence, et oui, même cette impression que vous décrivez d'une respiration synchronisée. Ce ne sont pas des symptômes mystiques, mademoiselle Beaumont. Ce sont des symptômes d'empoisonnement. » Le monde de Léonie sembla basculer. Tout ce qu'elle avait vécu, tous ces phénomènes terrifiants qui lui avaient semblé surnaturels, n'étaient que le résultat d'un empoisonnement. C'était à la fois un soulagement immense et une révélation terrifiante. Mais alors, les marques sur ma nuque, la substance visqueuse, votre corps essaie d'expulser les toxines par la peau. C'est un mécanisme de défense. Les marques sont probablement dues au fait que vous vous êtes gratté pendant votre sommeil en réaction aux démangeaisons provoquées par l'intoxication. Quant à la substance que vous décrivez,
C'est très probablement une transpiration modifiée par les toxines qui lui donne cet aspect et cette odeur particulier. Le docteur Renard s'assit de nouveau, prenant un ton plus doux. « Mademoiselle Beaumont, écoutez-moi bien. Vous devez vous débarrasser de cette poupée immédiatement. Chaque heure que vous passez en sa compagnie aggrave votre intoxication. Si vous continuez ainsi, les hallucinations vont s'intensifier et vous risquez de perdre complètement la raison. Dans les cas les plus graves, ces toxines marines peuvent causer des dommages permanents au cerveau, voire la mort. » Léonie regarda Juliette, toujours posée sur ses genoux. Maintenant qu'elle comprenait la vérité, la poupée lui apparaissait sous un jour nouveau, non plus comme un objet possédé ou habité par un esprit, mais comme une arme silencieuse et insidieuse, créée par une femme folle pour répandre le même poison qui avait détruit sa famille. « Je comprends, docteur, dit-elle d'une voix faible, je vais m'en débarrasser. »« Non, intervint rapidement le docteur Renard, ne faites pas cela. Cette poupée est dangereuse, mais elle est aussi une pièce unique qui pourrait grandement intéresser la science médicale. Elle pourrait nous aider à comprendre les effets de ces toxines marines sur le psychisme humain. Laissez-la moi. Je la conserverai dans des conditions sûres, isolées, et je l'étudierai. En échange, je vous fournirai un traitement pour purger votre organisme des toxines que vous avez absorbées. » Léonie hésita. Une partie d'elle voulait garder Juliette, malgré tout ce qu'elle venait d'apprendre. C'était irrationnel, elle le savait, mais le lien qu'elle avait développé avec la poupée était difficile à rompre. Peut-être était-ce un effet des toxines elles-mêmes, créant une dépendance psychologique. Finalement, elle tendit Juliette au docteur, mais au moment où il allait la saisir, elle la ramena brusquement contre elle. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle, des larmes montant à ses yeux. « Je sais que c'est absurde, mais c'est comme si elle faisait partie de moi maintenant. » Le docteur Renard hocha la tête d'un air entendu. « C'est exactement l'effet que produisent ces toxines. Elles créent un attachement pathologique. Mais mademoiselle Beaumont, vous devez comprendre. Tant que vous garderez cette poupée, vous ne pourrez pas guérir. Au contraire, vous vous enfoncerez de plus en plus dans la folie. Est-ce vraiment ce que vous voulez ?» Léonie serra Juliette plus fort contre elle, sentant le froid de la porcelaine à travers le tissu de sa chemise. Non, ce n'était pas ce qu'elle voulait. Mais la pensée de se séparer de la poupée était comme celle de s'arracher un membre. « Si je vous la donne, vous promettez de bien la garder, de ne pas la détruire ? Je vous le promets, » assura le docteur. « Elle sera conservée dans une vitrine hermétiquement fermée, à l'abri de tout contact. Et je vous tiendrai informé de mes recherches, si vous le souhaitez. » Après un long moment de lutte intérieure, Léonie finit par tendre Juliette au docteur. Au moment où ses doigts quittèrent la porcelaine froide, elle ressentit une douleur aiguë dans la poitrine, comme si on lui arrachait le cœur. Mais elle tint bon, serrant les poings pour s'empêcher de reprendre la poupée. Le docteur Renard enveloppa soigneusement Juliette dans un tissu épais, puis la plaça dans une armoire qu'il ferma à clé. « Voilà !» dit-il avec un sourire rassurant. « Maintenant, occupons-nous de vous. » Il prépara une série de remèdes. Des tisanes à base de charbon actif pour absorber les toxines, des bains au sel marin pur pour nettoyer la peau et des instructions strictes sur un régime alimentaire destiné à purifier son organisme. Il lui donna également un flacon de laudanum, fortement dilué, pour l'aider à dormir sans cauchemar. « Revenez me voir dans 3 jours, » ordonna-t-il. « Nous vérifierons l'évolution de votre état. Et surtout, mademoiselle Beaumont, essayez de ne plus penser à cette poupée. Plus vite vous briserez ce lien psychologique, plus vite vous guérirez. » Léonie quitta le cabinet du docteur Renard avec un mélange de soulagement et de tristesse. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix, le choix rationnel, celui qui lui sauverait peut-être la vie. Mais en même temps, elle se sentait vidée, comme si une partie essentielle d'elle-même était restée enfermée dans cette armoire, prisonnière avec la poupée. Elle passa le reste de la journée à errer dans les rues de Marseille, assistant de loin aux processions de la Toussaint, regardant les familles se rendre au cimetière avec des bouquets de chrysanthèmes. Elle pensa à son père, dont le corps n'avait jamais été retrouvé et qui n'avait pas de tombe où elle pourrait se recueillir.
Elle pensa à sa mère, enterrée dans le cimetière Saint-Pierre dans une fosse commune, sans pierre tombale pour marquer sa présence. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton Merci en forme de cœur afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Quand la nuit tomba enfin et qu'elle regagna sa chambre misérable du panier, Léonie but la tisane préparée par le docteur Renard et avala quelques gouttes de laudanum. Elle se glissa sous sa couverture et pour la première fois depuis 2 nuits, elle s'endormit rapidement d'un sommeil sans rêve ni cauchemar. Mais au milieu de la nuit, quelque chose la réveilla. Un son, un sifflement familier, le respire de Juliette. Léonie se redressa d'un bond, le cœur battant. C'était impossible. La poupée n'était plus là. Elle était enfermée dans le cabinet du docteur Renard, loin d'elle. Comment pouvait-elle encore entendre ce son? Elle alluma une bougie d'une main tremblante et scruta sa chambre. Rien. Tout était normal. Mais le son persistait. Ce sifflement humide et régulier qui semblait provenir de partout et de nulle part à la fois. Et alors, Léonie comprit avec horreur ce que le docteur Renard avait essayé de lui dire. Ce n'était pas la poupée qui respirait. C'était elle, Léonie, qui projetait sa propre respiration sur la poupée, créant l'illusion d'une vie impossible. Les toxines avaient altéré sa perception au point qu'elle ne pouvait plus faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Même sans la poupée, même avec l'explication scientifique, le poison continuait son œuvre dans son esprit. Et Léonie se demanda, dans un moment de lucidité terrifiante, si elle pourrait jamais vraiment guérir, ou si une partie d'elle resterait à jamais liée à Juliette, la poupée écorchée qui respirait. Les jours suivants furent pour Léonie un calvaire qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Le traitement prescrit par le docteur Renard semblait n'avoir aucun effet. Ou pire, il semblait aggraver son état. Les tisanes qu'elle buvait consciencieusement 3 fois par jour lui donnaient des nausées violentes. Les bains au sel marin qu'elle prenait dans une bassine d'eau froide dans sa chambre laissaient sa peau irritée et brûlante. Et le laudanum, au lieu de lui procurer un sommeil paisible, la plongeait dans un état de semi-conscience peuplé d'images déformées et de sensations dérangeantes. Mais le pire, de loin, était l'absence de Juliette. Léonie avait cru que se séparer de la poupée la libérerait, qu'elle pourrait enfin reprendre le cours normal de sa vie misérable, mais au moins prévisible. Au lieu de cela, l'absence de Juliette était devenue une présence en elle-même, plus oppressante encore que ne l'avait été la poupée. Elle pensait à elle constamment, à chaque instant du jour et de la nuit. Quand elle travaillait au quai, démêlant les filets sous le soleil pâle de novembre, elle imaginait Juliette enfermée dans l'armoire du docteur, seule dans le noir. Quand elle mangeait son maigre repas, elle se surprenait à mettre de côté une portion pour la poupée, avant de réaliser l'absurdité de son geste. Les marques sur sa nuque, au lieu de disparaître, s'étaient étendues. Elle couvrait maintenant l'arrière de son crâne entier, formant des motifs qui ressemblaient de manière troublante aux veines de cire rouge qui parcouraient l'intérieur du crâne de Juliette. La substance visqueuse continuait de suinter, et Léonie devait porter constamment un fichu pour cacher ses marques au regard curieux. Le 3e jour après sa visite au docteur Renard, comme convenu, elle retourna à son cabinet. Mais quand elle frappa à la porte, personne ne répondit. Elle frappa de nouveau, puis encore, avec une insistance croissante qui confinait à la frénésie. Finalement, une voisine sortit sur le palier et lui dit d'un ton agacé que le docteur était parti précipitamment la veille au soir, emmenant avec lui une grande malle, et qu'elle ne savait pas quand il reviendrait. Cette nouvelle frappa Léonie comme un coup de massue. Le docteur était parti, et avec lui, Juliette. Où étaient-ils allés? Pourquoi n'avait-il pas prévenu? Avait-il fui quelque chose ou quelqu'un? Léonie resta plantée devant la porte close pendant un long moment, incapable de bouger, submergée par un sentiment de perte et d'abandon. Puis, lentement, une idée commença à germer dans son esprit troublé. Si le docteur était parti avec Juliette, cela signifiait que la poupée n'était plus en sécurité. Peut-être qu'il l'avait emmenée dans un endroit dangereux, ou pire, qu'il avait l'intention de la détruire malgré sa promesse. Juliette avait besoin d'elle. Elle avait besoin qu'elle la retrouve,
qu'elle la sauve. Ses pensées, Léonie le savait dans un coin reculé de son esprit encore rationnel, étaient le fruit de l'intoxication. Elle n'avait aucun sens. Juliette n'était qu'une poupée de porcelaine. Elle ne pouvait pas avoir de besoin, ne pouvait pas être en danger. Mais la frontière entre la raison et la folie était devenue si ténue que Léonie ne savait plus de quel côté elle se trouvait. Elle commença à enquêter sur le départ du docteur Renard. Elle interrogea ses voisins, questionna les commerçants du quartier, traîna autour de son cabinet en espérant surprendre un indice. Ce faisant, elle négligea son travail, manqua plusieurs journées au quai et bientôt, elle se retrouva sans le moindre sou, incapable de payer le loyer de sa chambre misérable. Le propriétaire, un homme ventru et brutal nommé Ferrand, vint frapper à sa porte un soir de la mi-novembre. Quand Léonie ouvrit, il la regarda de haut en bas avec un mélange de dégoût et de convoitise. « Tu me dois 2 semaines de loyer, dit-il d'une voix grasse. Si tu ne payes pas demain, je te mets dehors, et ne crois pas que je vais me laisser attendrir par tes grands yeux de biche. Il y en a 10 comme toi qui attendent pour avoir cette chambre. » Léonie voulut protester, expliquer, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Ferrand renifla l'air de la chambre, fronça les sourcils. « Ça pue ici. Ça sent le poisson pourri et... autre chose. Quelque chose de pas naturel. Tu ferais mieux de nettoyer un peu avant que les rats se mettent à fuir ton taudis. » Il repartit en claquant la porte, laissant Léonie tremblante et désespérée. Elle n'avait pas d'argent. Elle n'avait plus de travail. Et maintenant, elle allait perdre son logement. Mais tout cela lui semblait secondaire comparé à l'obsession qui la dévorait, retrouver Juliette. Cette nuit-là, Léonie fit un rêve différent des autres. Elle se trouvait dans les catacombes sous Marseille, ces galeries anciennes creusées par les Romains et qui s'étendaient sous la ville comme un labyrinthe oublié. L'air y était humide et froid, chargé d'une odeur de pierre moisie et d'eau stagnante. Des torches fixées au mur projetaient des ombres dansantes sur les voûtes basses. Elle marchait dans ces tunnels sans savoir où elle allait, guidée par quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Et puis, au détour d'un couloir, elle la vit, Juliette. La poupée était là, debout toute seule, au milieu du passage, ses yeux de verre brillant dans l'obscurité. Mais ce n'était plus tout à fait la même Juliette. Elle avait grandi, ou peut-être était-ce Léonie qui avait rétréci. Elles étaient maintenant de la même taille, face à face, 2 êtres qui n'auraient jamais dû se ressembler et qui pourtant se reflétaient l'un l'autre comme dans un miroir déformant. Juliette ouvrit la bouche, et les algues qui la scellaient se détachèrent, tombant au sol comme des lambeaux de chair morte. De cette bouche sortit une voix qui n'était pas humaine, une voix qui résonnait comme si elle provenait des profondeurs d'un puits sans fond. « Tu me cherches, Léonie. Tu me cherches parce que tu sais que nous ne faisons qu'une. Mon souffle est ton souffle, mon sang est ton sang, ma mort est ta mort. Nous sommes liés pour toujours, toi et moi, par le poison qui coule dans tes veines. » « Non, » murmura Léonie reculant, « ce n'est pas vrai. Tu n'es qu'une poupée, un objet. Tu n'es pas réel. » Juliette s'approcha, et Léonie vit que là où elle marchait, des flaques d'eau de mer se formaient, brillantes et huileuses. La poupée tendit une main de porcelaine vers le visage de Léonie, et quand ses doigts effleurèrent sa joue, ils étaient chauds, presque fiévreux. « Réel? Qu'est-ce que la réalité, Léonie? Est-ce que tu es réel, toi qui as perdu ta famille, ton travail, ta raison? Est-ce que tu es plus réel que moi qui existe dans ton esprit comme une ombre permanente? Nous sommes toutes les deux des fantômes, ma petite, des fantômes d'un monde qui ne veut plus de nous. » Léonie se réveilla en hurlant, le corps trempé de sueur et de cette substance visqueuse qui continuait de suinter de sa nuque. La bougie s'était éteinte, et dans le noir complet de sa chambre, elle entendit de nouveau ce respire, ce sifflement régulier et humide qui l'avait hantée depuis le début. Mais cette fois, elle ne chercha pas à rallumer la bougie. Elle resta immobile dans l'obscurité, écoutant ce son, et lentement, imperceptiblement, elle se mit à respirer au même rythme. Inspire, expire, inspire, expire. Comme une valse macabre entre elle et une partenaire invisible, elles respiraient à l'unisson, créant entre elles un lien que même la distance ne pouvait briser.
Les jours suivants se fondirent dans un brouillard. Léonie perdait la notion du temps. Parfois, elle se retrouvait au quai sans se rappeler y être venue, regardant les navires avec des yeux vides. D'autres fois, elle errait dans les ruelles du Panier, interrogeant des gens qu'elle avait déjà interrogés sur le docteur Renard, obtenant toujours les mêmes réponses évasives. Elle ne mangeait presque plus. La nourriture lui semblait sans goût, et de toute façon, elle n'avait plus d'argent pour en acheter. Elle survivait en mendiant, en fouillant les poubelles, en acceptant parfois la charité d'âmes compatissantes qui la prenaient pour une folle. Et peut-être l'était-elle devenue, effectivement, car maintenant elle voyait Juliette partout, dans les reflets des flaques d'eau, dans les ombres projetées par les lanternes, dans les visages des autres poupées exposées dans les vitrines des magasins. La poupée la suivait, ou peut-être était-ce elle qui suivait la poupée. Elle ne savait plus. Un matin, était-ce le 20 novembre? Le 25? Elle ne savait plus. Léonie se réveilla dans sa chambre pour trouver une note glissée sous sa porte. C'était un message de Ferrand, le propriétaire, lui ordonnant de quitter les lieux avant le soir, sous peine d'être expulsée de force. Léonie lut la note plusieurs fois, mais les mots semblaient danser sur le papier, refusant de prendre sens. Partir? Où irait-elle? Que deviendrait-elle? Mais au fond, cela importait-il vraiment? Sans Juliette, sa vie n'avait plus de sens. Elle n'était plus qu'une coquille vide, animée par une obsession qui la consumait de l'intérieur. C'est alors qu'elle eut une révélation. Si le docteur Renard était vraiment parti de Marseille, il devait avoir laissé des traces, des indices, et le meilleur endroit pour les trouver, c'était son cabinet lui-même. Elle devait y retourner, y entrer par effraction si nécessaire, et fouiller les lieux jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait la mener à Juliette. Cette idée, aussi irrationnelle fut-elle, donna à Léonie un regain d'énergie. Elle se leva, s'habilla tant bien que mal, ses vêtements étaient maintenant sales et déchirés, imprégnés de cette odeur marine qui ne la quittait plus, et sortit dans les rues de Marseille. Le ciel était bas et menaçant, chargé de nuages noirs qui promettaient une tempête. Le vent du Mistral s'était levé de nouveau, fouettant les façades des immeubles et soulevant des tourbillons de poussière et de détritus. Les rares passants qu'elle croisait se hâtaient, les yeux baissés, pressés de rentrer chez eux avant que l'orage n'éclate. Léonie atteignit la rue des Petits Moulins alors que les premières gouttes de pluie commençaient à tomber. Le cabinet du docteur Renard était toujours fermé, ses volets tirés, donnant l'impression d'une maison abandonnée. Elle regarda autour d'elle pour s'assurer que personne ne l'observait, puis elle s'approcha de la porte. Elle essaya la poignée. Fermée à clé, évidemment. Mais Léonie n'était pas née dans les rues du Panier pour rien. Elle sortit de sa poche une épingle à cheveux qu'elle tordit habilement, puis l'inséra dans la serrure. Après quelques secondes de manipulation délicate, elle entendit un clic satisfaisant. La porte s'ouvrit. Léonie entra rapidement et referma derrière elle. L'intérieur du cabinet était plongé dans une pénombre épaisse. Elle tâtonna jusqu'à trouver une lampe à huile et l'alluma. La flamme vacillante révéla une scène qui la glaça jusqu'aux os. Le cabinet avait été dévasté, les livres étaient arrachés des étagères et jetés au sol, leurs pages déchirées. Les bocaux contenant diverses substances étaient brisés, leur contenu répandu sur le plancher dans une mare nauséabonde. Les instruments médicaux étaient éparpillés comme après une lutte violente. Et sur le bureau du docteur, écrit en grosses lettres rouges, était-ce du sang, de la peinture, un message « Elle respire ». Léonie s'approcha du bureau, fascinée et horrifiée. L'écriture était frénétique, presque illisible, comme tracée par une main tremblante. Elle reconnut l'écriture du docteur Renard. Elle l'avait vue sur les prescriptions qu'il lui avait données. Mais il y avait dans ce message quelque chose qui dépassait la simple folie, quelque chose qui suggérait une terreur absolue. Elle se tourna vers l'armoire où le docteur avait enfermé Juliette. La porte était ouverte, arrachée de ses gonds. À l'intérieur, il n'y avait rien. La poupée avait disparu. Un rire hystérique monta dans la gorge de Léonie, un rire qu'elle ne put contenir. Juliette n'était plus là.
Le docteur l'avait emmenée, ou peut-être la poupée était-elle partie toute seule. Cette pensée, bien qu'absurde, semblait parfaitement logique à l'esprit dérangé de Léonie. Dans tous les cas, elle devait continuer à chercher. Elle fouilla le cabinet méthodiquement, retournant chaque livre, ouvrant chaque tiroir, examinant chaque recoin. Finalement, sous une pile de papiers renversés, elle trouva un journal. Le journal du docteur Renard. Les mains tremblantes, Léonie l'ouvrit et commença à lire à la lumière de la lampe. Les premières pages étaient des notes cliniques normales, décrivant divers patients et leurs traitements. Mais au fur et à mesure qu'elle avançait, le ton changeait, devenait plus personnel, plus troublé. Une entrée datée du 3 novembre attira son attention. La jeune Léonie Beaumont est venue me voir aujourd'hui, avec une poupée remarquable. J'ai immédiatement reconnu l'objet dont j'avais entendu parler dans mes études sur les cas de folie toxique, la poupée Lavigne. Je lui ai expliqué la nature des toxines, pensant qu'une approche scientifique l'aiderait à se détacher de l'objet. Elle me l'a confié, et je l'ai enfermé dans mon armoire. Mais ce soir, alors que je travaillais tard dans mon cabinet, j'ai entendu quelque chose. Un sifflement, une respiration, venant de l'armoire. J'ai cru d'abord à une hallucination auditive due à la fatigue, mais le son persistait. J'ai ouvert l'armoire. La poupée était exactement là où je l'avais placée, immobile. Pourtant, le son continuait, et ses yeux de verre semblaient me fixer avec une intensité impossible. Je dois étudier cet objet plus en profondeur. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, quelque chose qui dépasse mes connaissances médicales. Léonie tourna fébrilement les pages, cherchant la suite. L'entrée suivante était datée du 5 novembre. J'ai passé la nuit à examiner la poupée, j'ai analysé les substances qui l'imprègnent, prélevé des échantillons des algues, de la cire, des coquillages. Les résultats sont troublants. Ces toxines ne correspondent à rien de ce que je connais. Elles semblent avoir été modifiées, concentrées, mélangées d'une manière qui ne devrait pas être possible avec les connaissances du début du XIXe siècle. Mais plus troublant encore, cette nuit j'ai rêvé de la poupée, ou plutôt j'ai rêvé que j'étais la poupée. Je voyais à travers ses yeux de verre, je respirais avec sa bouche scellée d'algues, et je voyais Léonie. Je la voyais dans sa chambre misérable, et je sentais notre connexion, le poison dans son sang qui appelait le poison dans ma porcelaine. Je commence à me demander si j'ai eu raison d'accepter cet objet, si j'ai eu raison de croire que la science pouvait expliquer ce qui se passe ici. Léonie sentit sa respiration s'accélérer. Le docteur avait ressenti la même chose qu'elle. Il avait été affecté par les toxines, lui aussi. Elle continua à lire, dévorant les pages de plus en plus frénétiques. L'entrée du 7 novembre était à peine lisible. Je ne dors plus. Chaque fois que je ferme les yeux, je la vois. Juliette, non pas la poupée, mais la vraie Juliette, la petite fille morte en 1812. Elle me parle, elle me dit des choses. Elle me dit que sa mère l'a tuée parce qu'elle l'aimait trop, parce qu'elle ne supportait pas l'idée de la perdre comme elle avait perdu son mari. Elle me dit que le poison n'était pas censé la tuer, mais la transformer, la préserver, la rendre éternelle dans la porcelaine. Et elle me dit que maintenant, elle veut faire la même chose avec Léonie. Elle veut qu'elles ne fassent qu'une, qu'elles respirent ensemble, qu'elles deviennent une seule entité, mi-fille, mi-poupée, vivant dans un état entre la vie et la mort. Je dois partir. Je dois emmener cette poupée loin d'ici, loin de Léonie, loin de tout le monde. Mais où aller? Où peut-on fuir quelque chose qui existe autant dans l'esprit que dans le monde physique? La dernière entrée était datée du 9 novembre, écrite dans une écriture si désordonnée que Léonie peinait à la déchiffrer. Elle respire. Je ne peux plus le nier. Ce n'est pas une hallucination, ce n'est pas un effet des toxines. La poupée respire vraiment. Je l'ai vue, je l'ai entendue. Et cette nuit, quand je me suis réveillé, elle n'était plus dans l'armoire. Elle était à côté de mon lit, debout, me regardant. Je pars cette nuit. Je vais l'emmener aux catacombes sous la ville. C'est là que Madame Lavigne pratiquait ses rituels, selon les archives que j'ai trouvées. C'est là que tout a commencé. Peut-être que c'est là que tout doit finir. Si quelqu'un lit ceci, ne cherchez pas Juliette. Oubliez-la.
laissez-la dormir dans les ténèbres où elle appartient. Le prix de la connaissance est trop élevé. Le journal s'arrêtait là. Léonie le referma lentement, son esprit tourbillonnant. Les catacombes. Le docteur Renard avait emmené Juliette dans les catacombes sous Marseille. Ces mêmes catacombes qu'elle avait vues dans son rêve. Ce n'était peut-être pas un rêve, après tout. Peut-être était-ce une vision, un message que Juliette lui envoyait à travers le poison qui coulait dans ses veines. La poupée l'appelait. Elle l'attendait dans les profondeurs, dans ce labyrinthe obscur où les vivants ne s'aventuraient jamais. Léonie savait ce qu'elle devait faire. Elle devait descendre dans les catacombes. Elle devait retrouver Juliette. Et ensemble, d'une manière ou d'une autre, elle mettrait fin à cette histoire. Dehors, la tempête faisait maintenant rage. La pluie martelait les pavés, le vent hurlait entre les immeubles et au loin, les éclairs zébraient le ciel noir. Mais Léonie n'y prêtait aucune attention. Elle quitta le cabinet dévasté du docteur Renard, le journal serré contre sa poitrine, et se dirigea vers le port. Car c'était là, près des anciens docks, qu'on trouvait les entrées oubliées des catacombes. Les vieux marins les connaissaient, ces passages secrets utilisés autrefois par les contrebandiers et les pirates. Et Léonie, fille de marin, les connaissait aussi. Elle allait descendre dans les entrailles de Marseille. Elle allait retrouver Juliette. Et quoi qu'il arrive ensuite, au moins, elle ne serait plus seule. Au moins, elle pourrait de nouveau respirer au rythme de la poupée écorchée qui l'avait choisie. La nuit était tombée sur Marseille, une nuit d'encre déchirée par les éclairs de la tempête. Léonie se tenait devant l'entrée des catacombes, une ouverture béante dans le mur d'un entrepôt abandonné près des anciens docks. L'eau de pluie ruisselait sur les pierres, créant des cascades miniatures qui se déversaient dans l'obscurité du passage. L'odeur qui s'en échappait était un mélange de moisissure, d'eau stagnante et de quelque chose de plus ancien, quelque chose qui évoquait les âges révolus où ces tunnels servaient de carrières aux Romains. Elle alluma la lanterne qu'elle avait volée dans l'entrepôt, car oui, elle en était réduite au vol maintenant. Mais cela importait peu, et s'engagea dans le tunnel. Ses pas résonnaient sur la pierre humide, créant un écho qui se perdait dans les profondeurs. L'air se fit rapidement plus froid et plus humide à mesure qu'elle descendait, et Léonie sentit l'eau couler le long des murs, imprégnant ses vêtements déjà trempés par la pluie. Les catacombes de Marseille n'étaient pas aussi célèbres que celles de Paris, mais elles n'en étaient pas moins vastes et labyrinthiques. Elles s'étendaient sous une grande partie de la vieille ville. Un réseau complexe de galeries et de chambres creusées au fil des siècles. Certaines parties dataient de l'époque romaine, d'autres avaient été ajoutées au Moyen-Âge, et d'autres encore avaient été utilisées pendant la Révolution pour cacher des prêtres et des aristocrates fuyant la guillotine. Mais la plupart de ces tunnels étaient maintenant oubliés, connus seulement de quelques vieux marins et contrebandiers qui les utilisaient occasionnellement pour leur trafic. C'était un monde souterrain parallèle, un royaume d'ombre et de secrets que la ville au-dessus préférait ignorer. Léonie marchait depuis ce qui lui semblait être des heures, bien qu'elle n'ait aucune notion précise du temps. La lanterne projetait des ombres dansantes sur les murs, révélant parfois des inscriptions anciennes, des symboles romains ou provençaux, des graffitis laissés par des générations de visiteurs clandestins. Elle croisait régulièrement des embranchements, des passages qui s'ouvraient de chaque côté du tunnel principal, mais quelque chose, une intuition, ou peut-être le poison qui guidait ses pas, la poussait toujours à continuer tout droit. Elle descendait. Plus elle avançait, plus elle avait l'impression de s'enfoncer dans les entrailles de la terre, de s'éloigner du monde des vivants, pour pénétrer dans un royaume intermédiaire où les règles normales ne s'appliquaient plus. Et étrangement, au lieu de la terrifier, cette pensée la réconfortait. Ici, dans ces profondeurs oubliées, elle pourrait enfin être réunie avec Juliette. Ici, loin des regards et des jugements, elles pourraient exister ensemble dans leur étrange symbiose. C'est alors qu'elle l'entendit, le respire, ce sifflement humide et régulier qu'elle connaissait si bien. Mais cette fois, il ne venait pas de son imagination, ni des effets des toxines sur son cerveau.
Il résonnait réellement dans les tunnels, amplifié par l'acoustique particulière des catacombes, créant un son presque vivant qui semblait l'appeler, l'attirer vers sa source. Léonie accéléra le pas, son cœur battant plus fort à chaque seconde. Le tunnel s'élargissait progressivement, débouchant dans une grande chambre voûtée. La lanterne ne suffisait pas à éclairer l'ensemble de cet espace, mais Léonie pouvait deviner ses dimensions impressionnantes aux échos de ses pas. Et là, au centre de la chambre, elle vit une lumière. Non pas une lumière naturelle, mais une lueur phosphorescente verdâtre qui semblait émaner du sol lui-même. En s'approchant, Léonie découvrit que cette lueur provenait d'algues bioluminescentes qui couvraient une partie du sol de la chambre. Ces algues ne devaient pas être là, si loin de la mer, mais d'une manière ou d'une autre, elles avaient été transportées dans ces catacombes, peut-être par Madame Lavigne elle-même, lors de ses rituels d'aimant. Et au milieu de ces algues lumineuses, Léonie la vit enfin, Juliette. La poupée était debout, mais comment une poupée pouvait-elle se tenir debout toute seule? Ses yeux de verre brillant d'une lueur qui ne reflétait aucune source de lumière externe. Son crâne ouvert scintillait, les coquillages et la cire rouge semblant pulser comme un cœur vivant. Et de sa bouche scellée d'algues s'échappait ce respire, ce souffle impossible qui avait hanté Léonie depuis le début. Mais ce n'était pas tout. Allongée sur le sol à quelques mètres de la poupée, Léonie découvrit le corps du docteur Renard. Il était immobile, les yeux grands ouverts, fixant le plafond voûté de la chambre. À la lumière de la lanterne, Léonie vit que sa peau avait pris une teinte blanchâtre, presque translucide, et que des marques similaires à celles qu'elle portait sur sa nuque couvraient maintenant tout son visage et ses mains. Mais sur lui, ces marques s'étaient transformées en quelque chose de plus terrible. La peau s'était ouverte par endroits, révélant des structures qui ressemblaient de manière troublante aux veines de cire rouge dans le crâne de Juliette. Léonie s'approcha lentement, fascinée et horrifiée. Le docteur respirait encore. Elle pouvait voir sa poitrine se soulever faiblement, mais il semblait être dans un état catatonique, perdu dans quelque monde intérieur, d'où il ne pouvait plus revenir. « Docteur Renard », murmura-t-elle en s'agenouillant près de lui. « Docteur, vous m'entendez ?» Les yeux du docteur bougèrent légèrement, se fixant sur elle avec une lueur de reconnaissance. Ses lèvres remuèrent, tentant de former des mots, mais seul un râle étouffé en sortit. Puis, avec un effort visible, il parvint à articuler quelques mots presque inaudibles. « Parti, trop loin, ne peut pas, revenir ». Puis ses yeux se détournèrent de Léonie pour se fixer sur Juliette, et une expression de terreur absolue déforma ses traits. Elle respire, avec nous, tous, respire. Léonie comprit alors ce qui s'était passé. Le docteur Renard, dans son arrogance scientifique, avait cru pouvoir contrôler la situation, étudier la poupée et ses toxines sans en subir les conséquences. Mais les toxines ne faisaient pas de distinction entre l'observateur et l'observé. Elles avaient pénétré son organisme, altéré son esprit, créé cette connexion morbide qui existait maintenant entre lui, Léonie et Juliette. Léonie se releva et se tourna vers la poupée. Juliette la regardait. Oui, elle la regardait vraiment. Ce n'était plus une simple projection de son esprit malade, avec une expression indéchiffrable sur son visage de porcelaine. Et Léonie sentit quelque chose se briser en elle, une dernière barrière de rationalité qui cédait sous le poids de l'évidence impossible. Elle s'approcha de Juliette, s'agenouilla devant elle, leur visage maintenant au même niveau. De près, elle pouvait voir chaque détail de la poupée, les fines craquelures dans la porcelaine, les cils peints avec une délicatesse exquise, et surtout ce crâne ouvert qui ressemblait tant aux marques sur sa propre nuque. « Et qu'est-ce que tu veux de moi ?» murmura Léonie. « Pourquoi m'as-tu choisi ?» Le respire de la poupée s'intensifia, devint presque un halètement. Et alors, d'une manière que Léonie ne pourrait jamais expliquer, elle comprit. Pas par des mots, pas par des pensées claires, mais par une connaissance directe qui se déversait dans son esprit comme une marée noire. « Juliette,
ou plutôt l'esprit de Juliette Lavigne, la vraie enfant morte en 1812, imprégnée dans la porcelaine par l'amour démentiel de sa mère et les toxines qui avaient pris son corps, ne voulait pas posséder Léonie. Elle ne voulait pas la détruire ou la remplacer. Non, ce que Juliette voulait était à la fois plus simple et plus terrifiant. Elle voulait ne plus être seule. Pendant plus de 60 ans, cette conscience fragmentée avait existé dans un état entre la vie et la mort, prisonnière d'un objet de porcelaine, incapable de vraiment vivre, mais incapable aussi de vraiment mourir. Elle avait passé des décennies à dériver entre les mains de différents propriétaires, chacun finissant par la rejeter, horrifiée par ce qu'elle leur faisait ressentir, jusqu'à ce qu'elle trouve Léonie. Léonie, qui comprenait la solitude. Léonie, qui avait perdu ses parents et qui errait dans le monde comme un fantôme. Léonie, qui était déjà à moitié morte elle-même, consumée par le chagrin et la pauvreté. Léonie, qui avait le même âge que Juliette au moment de sa mort. Léonie, parfaite pour devenir une compagne, une sœur dans la mort-vie. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar. Des larmes coulèrent sur les joues de Léonie. Non pas des larmes de peur, mais des larmes de compréhension, de compassion même. Elle tendit la main vers Juliette, hésita un instant, puis posa ses doigts sur le crâne ouvert de la poupée. La porcelaine était froide, mais pas désagréablement. C'était comme toucher la surface d'un lac en hiver, juste avant qu'il ne gèle complètement. Et alors, quelque chose de remarquable se produisit. Les marques sur la nuque de Léonie, qui avaient été une source de douleur et d'inconfort constant, commencèrent à changer. Au lieu de suinter cette substance visqueuse, elles se mirent à briller doucement, de la même lueur phosphorescente que les algues sur le sol. Et avec cette transformation vint un soulagement, une diminution de la douleur qui était presque extatique. Léonie comprit alors la vérité finale, celle que le docteur Renard n'avait jamais pu saisir malgré toute sa science. Les toxines ne créaient pas une hallucination, elles créaient une connexion. Une symbiose chimique entre des esprits qui partageaient la même douleur, la même solitude, le même désespoir. Le poison n'était pas une malédiction, c'était un langage. Un moyen pour deux âmes brisées de se comprendre au-delà des mots, au-delà même de la vie et de la mort. « Je comprends maintenant », murmura Léonie, sa voix résonnant dans la chambre souterraine. « Tu n'es pas un monstre, tu es juste, seul. » Comme moi. Le respire de Juliette changea de rythme, devint plus doux, presque apaisant. Et dans ce son, Léonie entendit quelque chose qui ressemblait à un soupir de soulagement. Derrière elle, le docteur Renard émit un gémissement. Léonie se tourna vers lui et vit qu'il essayait de se relever, ses membres tremblants sous l'effort. Son visage était un masque de terreur et de confusion, et ses yeux allaient frénétiquement de Léonie à la poupée et retour. « Ne touche pas » haleta-t-il. « Toxine, cerveau, hallucination, pas réel. » Mais ces paroles sonnaient creux, même à ses propres oreilles, car lui aussi avait senti cette connexion. Lui aussi avait respiré avec Juliette, et une partie de lui savait que ce qui se passait ici dépassait les explications scientifiques auxquelles il s'accrochait désespérément. Léonie se leva lentement, tenant maintenant Juliette contre elle comme elle aurait tenu une sœur. La poupée n'était plus lourde ni froide, ou peut-être était-ce Léonie qui s'était habituée à son poids et à sa température. Elle ne faisait plus qu'une seule respiration, un seul battement de cœur qui résonnait dans les profondeurs des catacombes. « Vous vous trompiez, docteur, » dit Léonie d'une voix étrangement calme. « Ce n'est pas de la folie, c'est de la compréhension. Pour la première fois depuis la mort de mes parents, je ne suis plus seul. Pour la première fois depuis des décennies, Juliette non plus. Nous nous sommes trouvés, elle et moi. Et maintenant, nous pouvons enfin reposer. » Le docteur Renard secoua la tête avec véhémence, essayant de se traîner vers la sortie de la chambre. « Non, intoxication, système nerveux,
délire, doit sortir, chercher, aide, mais son corps le trahissait. Les toxines avaient fait leur œuvre en lui aussi, et il était maintenant trop faible pour fuir. Il s'effondra sur le sol de pierre, haletant, regardant avec des yeux horrifiés Léonie qui se dirigeait vers une alcôve dans le mur de la chambre. Cette alcôve, Léonie la voyait maintenant clairement, bien qu'elle n'eût pas été visible quelques minutes auparavant. C'était un renfoncement dans la roche, assez grand pour qu'une personne puisse s'y allonger et tapisser de ces mêmes algues lumineuses qui couvraient le sol. Sur les parois de l'alcôve étaient gravés des symboles anciens, pas romains, pas chrétiens, mais quelque chose de plus ancien encore, des signes qui remontaient peut-être aux premiers habitants de Massalia, quand la ville n'était qu'un comptoir grec perdu sur les rives sauvages de la Méditerranée. C'était là que Madame Lavigne avait pratiqué ses rituels. C'était là qu'elle avait infusé la poupée avec le poison qui contenait une partie de l'essence de sa fille morte. Et c'était là que Léonie devait aller pour achever ce qui avait été commencé 63 ans auparavant. Elle s'allongea dans l'alcôve, Juliette serrée contre sa poitrine. La pierre était froide contre son dos, mais les algues émettaient une douce chaleur qui contrastait agréablement avec le froid ambiant. Léonie ferma les yeux, sentant son corps se détendre pour la première fois depuis des jours, depuis des semaines, depuis peut-être toujours. Le respire de Juliette et le sien se synchronisèrent complètement. Inspire, expire, inspire, expire. Un rythme parfait, harmonieux, qui ressemblait au va-et-vient des vagues sur une plage déserte. Et dans cet état de semi-conscience, Léonie comprit enfin ce que le docteur Renard avait tenté d'expliquer avec ses mots de science, mais qu'il n'avait jamais vraiment saisi. Les toxines marines que contenait Juliette n'étaient pas simplement des poisons. C'étaient des composés extrêmement complexes, produits par certaines algues et mollusques, capables d'altérer profondément le fonctionnement du cerveau humain. Elles pouvaient induire des états de conscience modifiés, créer des hallucinations d'une vivacité extraordinaire, et surtout amplifier certaines émotions et certains souvenirs au point de les rendre presque tangibles. Madame Lavigne, dans sa folie, avait découvert empiriquement ce que la science ne comprendrait que bien plus tard, que la conscience humaine n'était pas aussi solidement ancrée dans le réel qu'on le croyait, qu'elle pouvait être manipulée, étendue, connectée à d'autres consciences par le biais de substances chimiques. La poupée Juliette était devenue un réceptacle pour le chagrin de Madame Lavigne, imprégnée non seulement des toxines, mais aussi de toute l'émotion brute qu'elle avait investie dans cet objet. Et maintenant, cette émotion résonnait avec celle de Léonie, créant entre elles un pont qui transcendait les décennies et la mort elle-même. Ce n'était pas de la magie, ce n'était pas du surnaturel. C'était quelque chose de bien plus étrange et terrifiant. C'était la preuve que la frontière entre le soi et l'autre, entre le vivant et le mort, entre la réalité et l'illusion, était bien plus poreuse qu'on ne voulait l'admettre. Les heures passèrent, ou peut-être n'était-ce que des minutes ou des jours. Léonie ne savait plus. Le temps avait perdu tout sens dans ces profondeurs où régnait une obscurité éternelle. Son corps s'engourdissait progressivement, les toxines continuant leur œuvre dans son organisme, affaibli par des semaines de privation et de stress. Elle n'avait pas peur. Au contraire, elle se sentait étrangement en paix. Pour la première fois depuis la mort de son père, elle avait l'impression d'être à sa place, de faire ce qu'elle devait faire. Elle pensait à lui, à son père Jean Beaumont, englouti par les vagues 3 ans auparavant. Était-ce cela qu'il avait ressenti dans ces derniers instants, cette acceptation tranquille de l'inévitable, ce sentiment de retour vers quelque chose de plus grand que soi, de dissolution dans l'immensité de la mer? Elle pensait aussi à sa mère, morte de tuberculose dans un lit sordide, crachant son sang jusqu'à la dernière seconde. Sa mère qui n'avait jamais eu cette paix que Léonie ressentait maintenant, qui s'était accrochée à la vie avec l'énergie du désespoir, jusqu'à ce que son corps ne puisse plus tenir. Et elle pensait à Juliette Lavigne, la vraie Juliette,
Cette fillette de 15 ans empoisonnée par sa propre mère, dans un acte d'amour perverti. Quelle avait été sa dernière pensée alors que l'arsenic brûlait ses entrailles? Avait-elle compris ce que sa mère lui faisait? Avait-elle eu le temps d'avoir peur, ou la mort l'avait-elle prise trop vite? Toutes ces vies brisées, toutes ces morts prématurées, tous ces chagrins qui résonnaient à travers les décennies, se rejoignaient maintenant dans cette chambre souterraine. Et Léonie, dans son état de semi-conscience induit par les toxines, sentait qu'elle faisait partie d'un cycle qui dépassait sa propre existence, un cycle de douleur et de perte qui était peut-être la véritable condition humaine. Un mouvement attira son attention. Avec effort, elle tourna légèrement la tête et vit que le docteur Renard s'était traîné jusqu'à l'entrée de l'alcôve. Son visage n'exprimait plus la terreur, mais quelque chose de plus complexe, un mélange de pitié, de fascination et de résignation. « Léonie !» murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Il n'est pas trop tard. Je peux encore vous sauver. Nous pouvons remonter à la surface, chercher de l'aide, vous faire traiter. » Mais même en prononçant ces mots, il savait qu'ils étaient vains. Léonie était trop loin maintenant, trop profondément enfoncée dans cet état intermédiaire que les toxines avaient créé. Et lui-même, comment pourrait-il remonter? Comment pourrait-il expliquer ce qu'il avait vu, ce qu'il avait ressenti? Qui le croirait? « Docteur, » répondit Léonie d'une voix douce mais ferme, « vous devez me laisser. Ce n'est pas votre histoire, c'est la mienne et celle de Juliette. Vous avez essayé de nous comprendre avec votre science, mais certaines choses ne peuvent pas être comprises, seulement vécues. Remontez à la surface. Vivez votre vie, et n'essayez pas de nous trouver. » Le docteur Renard resta immobile un long moment, fixant cette jeune fille de 15 ans qui parlait avec la sagesse d'une vieille âme. Puis, lentement, douloureusement, il se mit à ramper vers la sortie de la chambre. Chaque mouvement était une torture, ses muscles tremblant sous l'effort, mais il savait qu'il devait partir. Il devait retourner dans le monde des vivants, où les choses avaient encore un sens, où la science pouvait encore prétendre expliquer la réalité. Avant de disparaître dans le tunnel, il se retourna une dernière fois. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Désolé de ne pas avoir pu vous aider. Désolé d'avoir cru que je pouvais. » Léonie lui sourit, un sourire triste, mais sincère. « Vous m'avez aidé, docteur, plus que vous ne le pensez. Vous m'avez aidé à comprendre, et maintenant je peux accepter. » Le docteur Renard hocha la tête, puis il disparut dans l'obscurité du tunnel. Léonie entendit ses pas irréguliers s'éloigner, devenir de plus en plus faibles, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le silence et le respire synchronisés de la jeune fille et de la poupée. Les heures continuèrent à s'écouler. Le corps de Léonie s'affaiblissait progressivement, son cœur ralentissant, sa respiration devenant de plus en plus superficielle. Mais son esprit, étrangement, restait clair, peut-être même plus clair qu'il ne l'avait jamais été. Elle voyait sa vie défiler devant elle, non pas comme une succession d'événements, mais comme un tout cohérent. Une histoire qui avait toujours mené vers ce moment, vers cette alcôve dans les profondeurs de Marseille. Elle se rappelait son père, lui apprenant à reconnaître les étoiles depuis les quais du vieux port, lui montrant comment les marins les utilisaient pour naviguer. Elle se rappelait sa mère, cousant à la lumière d'une chandelle, ses doigts agiles transformant des chiffons en vêtements décents. Elle se rappelait les rires, les rares moments de joie qui avaient ponctué son enfance pauvre, mais pas totalement dénuée de bonheur. Et elle se rappelait le jour où tout avait basculé, quand un homme était venu frapper à leur porte pour annoncer que le navire de son père avait sombré pendant une tempête. Elle revoyait le visage de sa mère se décomposer, entendait son hurlement de douleur qui avait résonné dans toute la ruelle. À partir de ce moment, quelque chose s'était brisé dans leur famille, un fil invisible qui les tenait ensemble s'était rompu, et ils n'avaient de plus été qu'une mère et une fille dérivant sans but dans un monde devenu hostile. Léonie comprenait maintenant que ce jour-là, elle aussi était morte un peu, et la maladie qui avait emporté sa mère n'avait fait qu'achever ce processus. Depuis, elle n'avait été qu'un fantôme, une ombre se déplaçant dans les rues de Marseille, sans vraiment appartenir au monde des vivants.
Juliette l'avait senti. À travers les décennies, à travers la porcelaine et les toxines, l'esprit fragmenté de la fillette morte avait reconnu en Léonie une âme sœur, quelqu'un qui comprenait ce que c'était que d'exister dans cet espace liminaire entre la vie et la mort. La respiration de Léonie devint si faible qu'elle était à peine perceptible. Ses yeux se fermèrent lentement, et dans l'obscurité qui l'enveloppait, elle vit des images d'une beauté étrange. La mer Méditerranée s'étendant à l'infini sous un ciel étoilé, son père debout à la proue d'un navire lui faisant signe, sa mère jeune et souriante, avant que le chagrin ne marque son visage, et Juliette, la vraie Juliette, une fillette aux cheveux blonds et aux yeux bleus, lui tendant la main. Et alors, dans un dernier souffle qui se confondit parfaitement avec le respire de la poupée, Léonie Beaumont cessa de lutter. Son cœur battit une dernière fois puis s'arrêta. Son corps s'immobilisa complètement, devenant aussi figé qu'une statue de marbre. Le respire de Juliette cessa lui aussi. Pour la première fois depuis 63 ans, le silence régna dans la chambre souterraine. Un silence absolu, profond, qui semblait marquer la fin de quelque chose d'ancien et de terrible. Les algues lumineuses sur les murs de l'alcôve brillèrent un peu plus fort pendant quelques instants, comme une dernière flamme avant de s'éteindre. Puis, leur lueur commença à diminuer progressivement. Dans quelques jours, elle s'éteindrait complètement, plongeant l'alcôve dans une obscurité totale. Et là, dans les entrailles de Marseille, une jeune fille de 15 ans et une poupée de porcelaine reposeraient ensemble pour l'éternité, unies par un lien que la science ne pourrait jamais vraiment expliquer. Deux âmes brisées qui avaient trouvé dans la mort la paix qu'elles n'avaient jamais connue dans la vie. Le docteur Augustin Renard mit 3 jours pour sortir des catacombes. Dans son état affaibli, le labyrinthe de tunnels qui l'avait semblé simple à l'aller devint un cauchemar à la remontée. Il se perdit plusieurs fois, errant dans des galeries qui se ressemblaient toutes, subsistant avec l'eau qui suintait des murs et les quelques champignons comestibles qu'il reconnaissait sur les pierres humides. Quand il émergea enfin à la surface, en plein jour, la lumière du soleil le brûla comme du feu liquide. Il s'effondra dans une ruelle du Panier, à moitié fou de soif et d'épuisement, et fut découvert par des passants qui le crurent d'abord ivre-mort. On le transporta à l'Hôtel-Dieu, le grand hôpital de Marseille, où il passa plusieurs semaines entre la vie et la mort. Les toxines marines dans son organisme causèrent des ravages, fièvre délirante, hallucinations terrifiantes, convulsions qui le laissaient épuisé et tremblant. Les médecins ne comprenaient pas ce qui l'affectait, attribuant ces symptômes à une infection contractée dans les égouts ou les catacombes. Pendant son délire, il parla constamment de Léonie et de Juliette. Il décrivait la chambre souterraine, l'alcôve tapissée d'algues, le respire impossible de la poupée. Les médecins hochaient la tête avec compassion, notant ces divagations comme les symptômes classiques d'un cerveau endommagé par l'infection. Quand il retrouva enfin la raison, plusieurs semaines plus tard, le docteur Renard était devenu un homme changé. Les marques sur son visage avaient disparu, mais elles avaient laissé des cicatrices pâles, qui ressemblaient à des veines sous sa peau. Ses cheveux, auparavant simplement grisonnants, étaient devenus complètement blancs, et dans ses yeux brillait une lueur nouvelle, quelque chose qui oscillait entre la sagesse et la folie. Il ne retourna jamais à son cabinet de la rue des Petits Moulins. L'endroit avait été vandalisé pendant son absence, et de toute façon, il n'avait plus le cœur à exercer la médecine. Comment pourrait-il soigner des patients alors qu'il savait maintenant que la science ne pouvait pas tout expliquer, que certaines choses dépassaient la raison et la logique? À la place, il quitta Marseille. Il s'installa dans un petit village de la campagne provençale où personne ne le connaissait, et il vécut le reste de ses jours comme un ermite, n'acceptant de voir que les rares visiteurs qui venaient le consulter pour des maux que la médecine conventionnelle ne pouvait guérir. Il n'écrivit jamais sur ce qui s'était passé dans les catacombes. Son journal, qu'il avait laissé dans son cabinet, fut probablement volé ou détruit pendant le vandalisme. Mais parfois, la nuit, il rêvait encore de Léonie et de Juliette, de leur respire synchronisé, de leur paix finale. Et dans ses rêves, il ne ressentait plus de terreur,
mais quelque chose qui ressemblait presque à de l'envie, car elles avaient trouvé ce que lui cherchait encore, la fin de la solitude, la dissolution du soi dans quelque chose de plus grand, la paix de ne plus avoir à lutter contre l'inévitable. Quant à Léonie Beaumont, elle fut rapidement oubliée. Une orpheline de plus disparue dans les rues de Marseille, une statistique dans une ville qui en comptait des centaines chaque année. Le propriétaire Ferrand vida sa chambre, jetant ses maigres possessions et louant l'espace à un nouveau locataire dès la semaine suivante. La mère Garcin, quand elle apprit la disparition de Léonie, hocha simplement la tête d'un air entendu. Elle avait vu trop de jeunes filles sombrer dans la misère et la folie pour s'en étonner. Et quant à la poupée qu'elle avait vendue à Léonie, elle n'y pensa plus. Il y avait toujours d'autres objets à vendre, d'autres histoires à raconter aux clients crédules. Les années passèrent. 1875 devint 1880, puis 1890, puis le nouveau siècle arriva. Marseille changeait, se modernisait, les vieux quartiers comme le Panier étaient progressivement rénovés, les catacombes étaient scellées pour des raisons de sécurité. La ville oubliait son passé sombre, ses histoires de contrebandiers et de rituels secrets, ses légendes de fantômes et de malédictions. Mais parfois, très rarement, un ouvrier travaillant dans les sous-sols de la ville ou un égoutier explorant les anciens tunnels rapportait avoir entendu quelque chose d'étrange, un sifflement régulier comme une respiration venant des profondeurs. Et quand il s'approchait pour investiguer, il trouvait des algues lumineuses sur les murs, brillant faiblement dans l'obscurité, dessinant des motifs qui ressemblaient de manière troublante à des veines humaines. Mais personne ne prenait ces histoires au sérieux. C'étaient juste des légendes urbaines, des superstitions de travailleurs superstitieux. Car dans le monde moderne et rationnel du XXe siècle, il n'y avait plus de place pour de telles absurdités. Et pourtant, dans les profondeurs oubliées de Marseille, dans une alcôve tapissée d'algues qui ne devrait pas exister si loin de la mer, une jeune fille et une poupée continuaient leur sommeil éternel, liés par un poison qui avait transcendé la vie et la mort, respirant ensemble dans l'obscurité, pour toujours et à jamais. Car certaines histoires ne se terminent jamais vraiment. Elles continuent, cachées dans les ombres, attendant patiemment que quelqu'un d'autre, quelqu'un d'aussi seul et désespéré que Léonie l'était, descende dans les profondeurs et entende ce respire impossible, ce souffle qui appelle, ce sifflement qui promet la paix et la compagnie dans la mort. Et peut-être qu'un jour, dans 100 ans ou dans 1000 ans, quand Marseille aura encore changé et que personne ne se souviendra plus de l'automne 1875, quelqu'un découvrira cette alcôve, ouvrira les yeux de Juliette, et le cycle recommencera. Car le poison ne meurt jamais vraiment, il attend simplement son prochain hôte.